Je pense qu'on peut commencer. Tout d'abord, encore merci à tous ceux qui nous ont rejoints pour ce webinaire intitulé Microfinance, plus précisément, quelle transformation face aux défis du digital en Afrique. Pour ce webinaire, j'ai l'immense plaisir d'avoir Monsieur Kama, qui est le directeur général de Crédit Cash. Nous avons aussi Olivier Cross, qui est managing directeur de l'Afrique de l'Ouest chez Sopra Banking Software, et Alexandre Ménage, qui est managing director des New Territories chez Sopra Banking Software, et moi-même, Mahmoud Drissi, qui est chargé de marketing EMEA. Donc, durant ce webinaire, nous allons aborder plusieurs sujets, plus principalement, comme introduction, le potentiel financier du marché africain. Ensuite, nous allons enchaîner avec le panorama et défis des microfinances en Afrique. Puis, on fera place au débat et on finira avec des questions-réponses. Olivier, je te laisse la main pour introduire. Ok, bonjour à tout le monde, ça me fait très plaisir d'être là. Donc, comme le disait Mahmoud, je suis donc le directeur général de la zone Afrique de l'Ouest pour le compte de Sopra Banking Software, et je fais en sorte de tenter d'assurer le meilleur développement possible. Alors, pour introduire le sujet, je vais présenter un panorama rapide, mais qui cadrera finalement le débat sur le potentiel financier en fait qui existe en Afrique, afin que derrière le sujet autour des microfinances de la microfinance puisse être décliné d'une façon un peu plus opérationnelle. Ça se décline en 5 points. Alors le premier porte sur le sujet de l'évolution démographique. En fait, il y a des études qui ont été faites qui montrent que dans les 30 prochaines années, on va avoir une augmentation de la population mondiale de l'ordre de 50%. C'est ce qui est écrit dans le slide. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que une grande partie de cette croissance va se passer sur le continent africain. Donc, ça veut dire que si on cumule le fait que l'inclusion financière est actuellement faible, puisque globalement, il y a moins de 30% de la population qui est bancarisée, et vous avez un reflet pour l'Afrique subsaharienne qui serait de l'ordre de 240 millions de personnes par rapport au total. Si on prend donc un aspect de bancarisation nécessaire, un aspect de pauvreté qui peut exister, puisque les personnes non bancarisées ne sont pas les personnes les plus favorisées dans le paysage. Si on prend en compte le fait que c'est strictement indispensable de pouvoir donner l'accès aux services financiers, on voit qu'il y a un premier gros potentiel qui est très très visible. Donc celui-ci, il est simple, il est macro-géographique et macroéconomique. Par rapport à ça, bien sûr, dans chacun des pays, les gouvernements poussent les pouvoirs publics donc nationalement à lancer en fait des grands programmes de transformation pour justement aller vers une numérisation des services, et puis vise donc à inciter en particulier les microfinances à apporter en fait leur contribution à l'inclusion financière et à avoir leur part de marché sur le sujet. Et donc du coup, il y a des programmes stratégiques qui sont définis, il y a des aides qui sont apportées, et puis il y a des facilités qui viennent accompagner ceci. On peut voir, par exemple, que dans certains pays comme l'Éthiopie ou le Nigeria, ça se passe par des logiques d'attribution d'agréments à haute dose. Pareil, dans d'autres pays,
ce sont des plateformes qui sont des plateformes locales qui sont favorisées. Vous savez que quel que soit le type d'activité, donc là, par exemple, pour les microfinances, il y a des leaders, des sociétés qui ont une taille importante et qui ont beaucoup de capacités, et puis il y a des microfinances qui sont des instituts de microfinance qui sont beaucoup plus petites et qui sont beaucoup plus petits et qui, eux, n'ont pas forcément les moyens d'investir. Donc, dans ce cas-là, il y a des sortes de mutualisations et de fédérations qui sont faites avec mise à disposition, en fait, de plateformes qui leur permettent, en fait, d'accéder, en fait, à des technologies, d'accéder à des infrastructures avec des coûts, des participations de type souscription. Mais comme il y a des aides qui viennent accompagner ceci, ça permet de faciliter et de booster, en fait, leur développement et donc de rentrer dans le jeu de l'inclusion financière. Ça, c'est un deuxième point. Donc, ça veut dire quand même que la sensibilisation des gouvernements et donc des pouvoirs publics qui vont avec est extrêmement importante et extrêmement prégnante et vraiment dans une logique d'améliorer le lien social et puis, bien sûr, de réduire les sujets de pauvreté. Troisième volet qui apporte une contribution, c'est, donc on en a déjà, il y a déjà eu de multiples webinars au travers, depuis un an et demi qui se sont déroulés. Il y a donc l'impact du Covid. Alors, l'impact du Covid, pour résumer une énième fois dessus, c'est simplement de dire qu'en temps réel, le jour où la pandémie a finalement percé, on va dire, dans le monde entier, toutes les sociétés dans le monde se sont adaptées. Si on prend les établissements financiers, si on prend n'importe quelle industrie, en temps réel, on est passé dans une logique de télétravail, donc travailler en back-office. Le télétravail se traduit par des infrastructures qui sont renforcées, de la sécurité qui est renforcée, Internet qui doit se développer. Et donc, par rapport à ça, et avec le fait que des nouvelles technologies ont émergé et qui favorisent, on va dire, une logique de digitalisation, de numérisation, on s'est retrouvé dans une transformation en un temps record de mode de fonctionnement. Mais en même temps, concernant les banques traditionnelles, spécialisées en fait avec des réseaux d'agences importants, se sont retrouvées elles-mêmes dans une autre transformation qui était comment être un banquier autrement. Ça s'adresse de la même façon, bien sûr, aux institutions de microfinance. Et donc, dans les technologies et les infrastructures sont apparues le cloud et le SaaS. Et puis, par rapport à ça, on parlait des pouvoirs publics, mais il faut aussi parler des banques centrales qui elles-mêmes ont dû s'adapter et ont dû mettre en place un ensemble d'outils ou de règles du jeu pour finalement réguler l'ensemble. Donc, le Covid, transformation complète des modes de fonctionnement et puis réflexion par rapport à une nouvelle façon de travailler et puis une logique de numérisation qui banalise et qui banalise en fait un fonctionnement par des opérations dématérialisées de tout type d'opérations bancaires. Alors, le quatrième point, c'est que comme on se retrouve dans une transformation de toute l'activité en un temps record, comme il y a des nouvelles technologies qui ont émergé et qui ont finalement mis à mal un certain nombre de systèmes d'information qui n'étaient pas obsolètes, mais qui étaient dans un mode de fonctionnement intégré, parfois peu ouvert d'autres fois, donc, cette transformation a été boostée par l'arrivée des fintechs. Vous voyez, il y a des chiffres qui sont indiqués là. Les fintechs africaines, 60% de croissance en 2 ans. Et vous voyez les chiffres là de l'année 2019 où pas moins de près de 500 entreprises fintech ont vu le jour. Et vous voyez qu'il y a des investissements et des levées de fonds importantes qui ont eu lieu. Mais ces fintechs ont apporté en fait du dynamisme aux établissements financiers en particulier, pour apporter des premiers services digitalisés, de plus en plus packagés, puis ensuite agrégés pour pouvoir répondre à diverses natures de services qui étaient contraintes par les systèmes en place.
Et donc, vis-à-vis de ceci, cet écosystème, eh bien, finalement, a généré la mise en place de partenariats avec les établissements financiers, banques, microfinance en particulier, et avec également les éditeurs qui avaient besoin de bénéficier aussi d'apports technologiques quasiment en temps réel. Donc, boom des fintech, mise en place de partenariats, création d'un écosystème visible quasiment dans tous les pays, et qui contribue d'ailleurs aussi à la mise en place ou à la croissance d'activités locales réalisées par des acteurs locaux. Donc, c'est également bon pour l'économie de chacun des pays. Et puis, le cinquième point, c'est que bien sûr, forcément, tous les acteurs sont obligés de s'adapter à ça. Donc, on retrouve les acteurs traditionnels dont on parlait depuis tout à l'heure, à savoir les microfinances et les banques. Donc, celles-ci, dans leur transformation, doivent repenser leur relation avec le client. Donc, il y a pour elles une logique de fidélisation et puis il y a une logique de réflexion autour des parts de marché. Comme il faut en même temps passer vers des logiques d'interopérabilité régies par les banques centrales, d'ailleurs, plus de la dématérialisation des services à haute dose, voire comment dire, en mode exhaustif, eh bien, se trouver dans des réflexions stratégiques immédiates et dans la logique de définition de plans stratégiques à 2-3 ans d'abord, pour après se repositionner sur une logique de long terme. Et puis, il y a les acteurs non bancaires, en tout cas, c'est entre parenthèses, mais qui, comme les telcos, qui, elles, ont une base client hors du commun, se sont retrouvés dans des logiques où, finalement, rentrer dans les logiques de nanocrédit, de microcrédit, devenait une opportunité aussi de réflexion en se disant pourquoi je ne pourrais pas rentrer dans des activités, moi, telco, je ne pourrais pas rentrer dans des activités de type bancaire. Et puis, il y a des players, entre guillemets, qui avaient anticipé finalement des logiques de banque digitale et qui ont bénéficié quelque part de l'effet Covid pour voir leur image de marque prendre en fait de l'ampleur. Et donc, en tant que néobanque, en tant que banque digitale sans agence, avoir finalement un coup d'avance, puisqu'elles avaient dû réfléchir à un modèle économique, à un modèle technologique peut-être légèrement en amont, et donc sont dans des logiques d'apport de services qui doivent être très, très dynamiques auprès des clients. Quand je dis très, très dynamique, je pense à des services apportés aux clients et aux gens à bancariser, de type catalogue de mode printemps-été, automne-hiver, c'est-à-dire un renouvellement des produits le plus souvent possible qui permet de garder un pas d'avance. Ceci se traduit par un marché qui est forcément de plus en plus concurrentiel. Donc, vous voyez, les 5 points qui viennent d'être cités permettent de montrer qu'un vrai potentiel existe et qui se décline avec tous les acteurs et avec une chaîne qui finalement est constituée, puisqu'on a à la fois des gouvernements, on a les banques centrales, et puis on a des fintechs qui apportent un savoir-faire neuf, et puis tous les acteurs qui doivent se transformer dans un temps record. Ça rend tout ça passionnant, dynamique, et puis ça me permet de faire le lien avec Alexandre qui, comme moi, a une passion, parce qu'on pourrait présenter les choses pendant des heures et des heures, mais lui-même va prendre la main pour justement maintenant spécialiser le débat autour des IMF. À toi, Alexandre. Merci, Olivier. Tu as posé le décor et je te remercie. Et puis, à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Alexandre Ménage. Je vous parle depuis mon bureau personnel au Cap, en Afrique du Sud. Et Olivier l'a bien dit, on est des passionnés, nous trois, en tout cas, qui présentons aujourd'hui, nous 4 avec Mahmoud, et bien entendu pour les organisations que nous représentons. Et comme vient de le dire Olivier, l'explosion démographique de l'Afrique rend cette passion encore plus excitante parce qu'il y a un dynamisme fou sur les entreprises et les instituts de microfinance aujourd'hui. Et moi, je vais essayer de montrer en quelques slides, 4,
Pourquoi est-ce que ces instituts de microfinance sont bien équipés aujourd'hui pour rentrer dans ce marché d'1 milliard de personnes supplémentaires qui vont rentrer en Afrique sur les 20 à 30 prochaines années. Et bien sûr qu'il y aura des challenges, mais vous êtes bien équipés malgré les nouveaux acteurs, et j'en parlerai dans mon slide numéro 3. Vous êtes bien armés parce que ces instituts de microfinance ont une forte croissance depuis les années 2000, et vous êtes présents dans l'écosystème depuis de nombreuses années. Et vous avez pris le relais des prêts communautaires traditionnels, par exemple. Donc, il y a plus de 10 000 IMF, comme on les appelle aujourd'hui, sur l'ensemble du continent, et c'est un essor considérable. Deuxièmement, par rapport aux 3 points et aux 3 blocs que je mets sur la droite de mon slide, les bailleurs de fonds portent cette croissance du secteur de manière considérable. Et c'est un élément à ne pas sous-estimer, parce qu'aujourd'hui, se doter de technologies digitales dans la révolution 4.0 dans laquelle nous sommes en plein milieu n'est pas une mince affaire. Deuxièmement, le régime réglementaire des instituts de microfinance est bien plus régulé et a presque permis d'assainir le marché aujourd'hui. Donc, vous êtes maintenant, quand vous faites de la microfinance, régulé de manière aussi, ou si ce n'est, qui va vous amener vers des régimes bancaires assez standards. Et enfin, les instituts de microfinance sont en train de mûrir de manière assez incroyable, soit en termes de grandeur, soit en termes de mutualisation, ou soit en termes de différentes stratégies de pénétration de marché. Et donc, on voit une concentration du secteur, mais également un secteur qui est en train de se catégoriser avec des acteurs très, très mûrs et des acteurs qui le sont moins, mais qui sont souvent sur des niches. Donc, encore une fois, une forte croissance. Deuxièmement, vous êtes là sur un marché historique avec des spécificités fortes. Vous avez été, et les instituts de microfinance le sont vus par les pouvoirs publics, comme l'a dit mon ami et collègue Olivier, comme un vecteur clé pour le développement, pour la mise en place de systèmes financiers inclusifs, pour l'aide aux micro-entrepreneurs. Je fais beaucoup de business donc je suis basé en Afrique du Sud, je fais beaucoup de business en Afrique de l'Est, au Nigeria, en Afrique australe. Et encore une fois, je suis émerveillé par l'innovation technologique pour amener les compagnies les moins développées ou les moins enrichies à accéder à des services financiers et à pouvoir se développer. Sans cela, ce sera difficile de réduire le chômage et tous les problèmes géopolitiques ou géoéconomiques que nous pouvons rencontrer en Afrique. Deuxièmement, vous avez une approche historique communautaire très, très importante. Vous devez trouver votre propre source de financement et vous vous appuyez sur un business model spécifique requérant des solutions low cost. Là aussi, nous essayons de vous accompagner et de vous accompagner le mieux possible en positionnant des solutions préconfigurées technologiques de core banking pour les instituts de microfinance. Aujourd'hui, une quarantaine d'entre vous nous utilisent sur l'Afrique et nous en sommes fiers et heureux. Donc, vous êtes une croissance considérable de ces instituts de microfinance, une vraie valeur historique sur le marché africain. Néanmoins, comme l'a montré mon collègue Olivier, d'un point de vue économique, la manne d'1 milliard supplémentaire d'habitants en Afrique est devenue telle que les gros acteurs rentrent sur le marché de l'inclusion financière. Les banques et les établissements de paiement / fintech. Et donc, par rapport à ça, il va falloir que les instituts de microfinance
rendre dans ces prérogatives de digitalisation, de renouvellement industriel de leur parc technologique pour pouvoir faire face à ces mastodontes qui vont rentrer sur le secteur. Donc, vous avez tout ce que ces instituts, tout ce qu'ils ont le vent en poupe, à mon avis, et la compétition est toujours bonne entre vous et moi, et je vois beaucoup de ces partenariats en Afrique de l'Est, par exemple au Kenya, je vois beaucoup de ces partenariats en Éthiopie, je vois beaucoup de ces partenariats au Zimbabwe, même en Afrique du Sud, où les instituts de microfinance font partie d'un écosystème rempli d'API, rempli de digitalisation, en partenariat avec d'autres acteurs du marché, mais qui permettent de faire rentrer dans le système bancaire ou dans le système d'accès à des produits financiers les catégories les plus défavorisées et les sociétés les plus petites, mais qui demandent à croître. Donc, là encore, il y a tout pour accompagner cette explosion démographique et cette explosion économique qui va en découler. Et finalement, ce sont ces éléments qui vont accélérer, à mon avis, la concentration du secteur. Et on le voit de temps en temps sur l'Afrique avec la mutualisation de certains gros instituts de microfinance que je ne me nommerai pas, mais dont nous avons tous en tête les noms et leurs acteurs. Donc, deux très bons atouts. Et troisièmement, la compétition qui arrive va certainement nous amener à avoir beaucoup de concentration et beaucoup d'investissements technologiques. Et finalement, je reviens un petit peu sur le slide d'Olivier. Vous êtes bien placé ou ces instituts de microfinance sont bien placés pour bénéficier du boom technique en termes technologiques si elles adoptent ces partenariats tant appréciés en particulier sur ce que je vois en Afrique de l'Est. Et si vous adoptez une technologie ouverte faite d'API qui vont pouvoir vous faire entrer dans un écosystème et pouvoir vous laisser rentrer dans un business model qui va générer du retour sur investissement assez rapidement. Et finalement, sans oublier les règles de base de servir ces populations qui sont toujours en téléphonie mobile USSD, bien avant le 3G, et en agency banking pour pouvoir aller les chercher là où ils sont, dans les contrées souvent rurales. Et j'ai en mémoire un très bel exemple d'une microfinance au Ghana qui est dédiée aux fermiers du nord du pays et qui les emborde sur de l'agency banking et qui leur fournit des solutions bancaires et financières les plus appropriées. Donc, pour conclure, Olivier a bien posé le décor de cette explosion démographique qui va engendrer une révolution, technologique, économique. Et j'ai essayé de faire part de où nous en sommes en termes d'instituts de microfinance, avec également, nous, notre volonté de Sopra Banking Software de vous accompagner dans le développement de ces instituts. Et je vais repasser la main donc à Mahmoud, qui va introduire notre VIP, Monsieur Kama, le directeur général de Crédit Cash. Et ravi d'être avec vous. Et puis, j'attends vos questions, auxquelles j'essaierai de répondre le mieux possible. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup, Olivier, pour ces éléments très pertinents. Du coup, justement, avant d'ouvrir le débat avec notre invité d'honneur, Monsieur Kama, je vous invite à poser vos questions. Si vous avez des questions, à les poser dans l'onglet questions qui est sur la droite de votre interface. Et du coup, Monsieur Kama, je vais ouvrir le débat justement avec vous en vous posant une question. Alors, quelles sont pour vous les principales caractéristiques des IMF comme Crédit Cash?
Merci Mahmoud. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux de me retrouver aujourd'hui parmi vous pour discuter de ces sujets aussi importants que intéressants. Hein. Donc, Merci à vous. voilà. Donc, juste pour revenir au niveau des microfinances, hein, il faut retenir aujourd'hui caractéristiques traditionnelles des microfinances, c'est une relation de confiance qui s'inscrit. Donc, tout est basé sur une relation de présence qui nécessite une présence physique quand même sur le terrain. C'est un volet qui est important parce qu'il y a pas qui tend à disparaître. Je pense que ce sera l'objet du débat. Hein, c'est un volet qui restera toujours, cette présence sur le terrain. Mais par contre, effectivement, il y a eu, avec des nouveaux entrants, beaucoup plus d'amélioration en termes de facilité pour atteindre encore une plus grande partie de la population. Mais je pense que les caractéristiques qu'on peut retenir principalement aujourd'hui pour les microfinances, c'est vraiment la présence et surtout le fait d'avoir affaire à une clientèle aujourd'hui qui n'est pas éduquée. Hein. Donc, contrairement à la clientèle classique des banques, nous avons plus affaire à une clientèle qui n'est pas bien éduquée. Hein. Et donc, une dernière chose, c'est l'analyse, en termes d'analyse des crédits. Quand même, tout se fait aujourd'hui tout est basé sur la connaissance du client avec des estimations et non sur la base des bilans, comme au niveau des banques. Donc, on peut dire que grosso modo, c'est ce que je vois aujourd'hui. C'est une cible informelle. Nous avons affaire plutôt à une cible informelle. Et ça résume, je pense, un petit peu la spécificité aujourd'hui de la microfinance. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kama, pour ces éléments de réponse. Alexandre, Olivier, je ne sais pas si vous avez des éléments de complément sur les principales caractéristiques des IMF. En fait, je pense que Monsieur Kama a aussi bien résumé la situation. On est sur des clientèles qui sont différentes de celles des banques. D'un point de vue éducation, tout à fait vrai, l'éducation est important. Et puis d'un point de vue d'accès aux services bancaires ou simplement pouvoir rentrer dans une plateforme bancaire traditionnelle est compliqué pour pour la plupart de cette population. Néanmoins, les avancées technologiques, la percée d'Internet va amener à un levelisation un nivellement des populations, et en particulier les catégories les moins aisées qui vont certainement rentrer dans des catégories moyennes. Et là, je pense qu'il y a un réel enjeu pour les instituts de microfinance d'accompagner cette croissance vers les classes moyennes, tout en continuant à servir avec loyauté et avec l'historique que vous avez, les catégories sociales les moins aisées. Merci beaucoup, Alexandre. Justement, pour rebondir sur justement ces avancées technologiques et les apports de ces avancées technologiques, je me retourne vers vous, Monsieur Kama. Quels sont pour vous les apports du numérique aux microfinances? Je pense que vous êtes en mute, pardon. J'ai pas enlevé. Ça, par contre, c'est presque inestimable. Hein. Je veux dire, on peut commencer juste par le service, hein, la commodité aujourd'hui qu'on peut avoir avec l'utilisation des services financiers. Dans le cas d'utilisation des services financiers, avec un accès beaucoup plus facile aux comptes bancaires, ou bien en tout cas leurs informations bancaires. Donc, ça, je pense, c'est un premier point. Deuxième point, c'est la possibilité aujourd'hui quand même de mobiliser de plus en plus de ressources des ressources beaucoup moins chères. Hein. Et un point important aussi, c'est la possibilité de réduction des coûts, puisque les institutions vont avoir tendance à faire beaucoup moins d'investissements en termes de réseau. Elles ont la possibilité d'accéder et d'atteindre leurs clients
de façon beaucoup moins coûteuse que d'aller sur la base classique qu'on avait, c'est-à-dire ouvrir partout des réseaux pour pouvoir atteindre la cible, atteindre la clientèle dans les zones les plus reculées. Hein. Donc, nous avons ça, généré des ressources alternatives, hein, avec les paiements des factures, des retours des ressources accessoires, parce qu'aujourd'hui, quand on pourrait regarder juste tout ce qu'elles offrent en termes de paiement, si on regarde les banques wallet to bank, qui se font aujourd'hui pratiquement entre ces telcos et toutes les institutions de microfinance, qui permettent à leurs clients de pouvoir aujourd'hui basculer d'un côté comme de l'autre. Je donne un exemple très classique pour les microfinances. Au lieu d'aller aujourd'hui devoir approvisionner régulièrement son compte, parce que c'est pas des comptes qui sont spécialement utilisés comme ce qui se fait dans les banques avec des moyens. Donc, les gens ont tendance de moins en moins à ne pas alimenter. Ils alimentent juste pour payer leur crédit. Le fait de pouvoir accéder aujourd'hui à travers des intégrateurs à des banques wallet to bank par rapport à leur compte bancaire classique permet de faciliter de capter un petit peu ces ressources pour pouvoir honorer les engagements. Avant, il fallait les courir derrière et les appeler pour les faire bouger. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de possibilités. Juste à partir de leur mobile phone, ils font des transferts directement pour alimenter leur compte au niveau de l'institution et faire leur paiement. Et au passage, un petit peu, il y a un partage des frais entre l'institution de microfinance et les intégrateurs, ou en tout cas le telco qui est derrière. Donc, c'est quand même des ressources additionnelles qu'on peut trouver très facilement. Mais je pense que le fait de pouvoir aujourd'hui atteindre surtout la plus grande cible, une plus grande cible à travers ces telcos, sans avoir besoin de faire de gros investissements comme ce qui se faisait classique, c'est l'un des points quand même relativement importants. D'accord, merci beaucoup pour ces éléments de réponse très pertinents, Monsieur Kama. Justement, en parlant des nouvelles technologies et comment l'a très bien montré Olivier et a appuyé par la suite Alexandre, je me retourne justement vers vous pour savoir comment vous voyez l'arrivée des fintechs sur ce marché et des nouveaux concurrents. Allô, Monsieur Kama. Je pensais que ce n'était pas pour moi. Désolé. OK. Ben, en tout cas, je pense qu'elles sont les bienvenues parce que je pense qu'il y a encore aujourd'hui de la place pour tout le monde. Les IMF traditionnels vont rester là. Je pense qu'il n'y a pas encore ce danger, en tout cas à leur niveau. Par contre, elles viennent aujourd'hui leur permettre d'aller beaucoup plus vite tout en restant dans leur métier. Un partenariat qui pourrait être très bien, c'est que les IMF continuent à jouer leur rôle aujourd'hui de prêteurs en portant le crédit, et que parallèlement que les telcos mettent à disposition une application, en tout cas des moyens logistiques qui permettent d'atteindre très rapidement la clientèle, et je pense que ce serait quelque chose qui serait très, très avantageux pour toutes les deux parties. Je ne vais pas anticiper, je pense qu'il y a un point qui est effectivement et peut-être par la suite qui va parler un petit peu des risques que peuvent avoir un petit peu les uns par rapport à l'entrée des telcos. Mais je pense qu'il y a encore un partenariat qui peut se faire sans risque pour l'une ou l'autre des parties. Dans l'immédiat, encore, je pense qu'il y a encore, nous avons encore quelques beaux jours devant nous, et en partenariat avec les telcos et un petit peu pour mieux servir la clientèle. Effectivement. Merci beaucoup, Monsieur Kama, pour ces éléments de réponse. Je ne sais pas si Alexandre, peut-être tu veux compléter, ou Olivier. Je peux apporter quelques compléments d'information par rapport à ce que disait Monsieur Kama, par rapport à la question. Donc, en fait, par rapport aux questions posées, effectivement, les gens comme les telcos peuvent être considérés comme des concurrents, mais je pense que les banques centrales veillent sur le sujet et ont mis en place
des règles du jeu, en particulier sur la dématérialisation des services, qui permet justement d'avoir un équilibre sur les débats. Donc, ça permet en fait à chacun de continuer à avoir sa place et dématérialiser les services, c'est quand même permettre de rendre interopérable entre n'importe quel type d'acteurs, que ce soit les banques avec les telcos, les banques avec le secteur public. Quand je dis banque, je dis aussi microfinance, avec les facturiers, où donc l'ensemble des sujets permet d'une part de faire des gains d'échelle donc de réduire finalement les coûts par les services qui sont apportés, par les web services qui sont mis en place, de réduire les coûts en fait de fonctionnement en général. Comme on utilise aussi peut-être moins d'agences et que c'est quelque chose qui va perdurer, il y a peut-être aussi des économies d'échelle sur le personnel en fait qui est apporté. Donc entre le fonctionnement, le mode de fonctionnement qui a un coût réduit, le régulateur qui apporte des règles du jeu qui permettent d'éviter que des monopoles se créent, et puis quelque part le fonctionnement en général, y compris avec les ressources humaines qui permet de réduire les coûts, ça apporte déjà un plus. Ensuite, par rapport aux fintech, donc l'avantage des fintech, c'est de venir souvent avec des services ou des cas d'utilisation de fonctionnement qui ont été quelque part pré-packagés par elles. Ça n'empêche pas que ça ne règle, ça ne couvre en fait qu'une partie des services que vont chercher les instituts de microfinance et les banques. Et donc, de ce point de vue-là, il est tout à fait normal que l'écosystème lui-même des fintech se rapproche de l'écosystème des intégrateurs, des éditeurs, pour voir comment finalement, en fonction des types de banques, des types de microfinance, comment adresser le marché. Et ça permet aussi à chacun d'avoir une logique de réflexion. Je vois une question là posée par un participant qui demande quel conseil et orientation stratégique pourrait donner à une institution de microfinance. Et en fait, il y a forcément une logique de cadrage par rapport au marché qui est adressé, puisque on a des typologies. Si on s'adresse aux agriculteurs, c'est pas la même chose que si on s'adresse à des fonctionnaires, par exemple. Et donc, par rapport à ça, je pense qu'il faut cibler les services qui veulent être offerts, cibler en fait les technologies, cibler le niveau de sécurité et le niveau juridique qui doit être apporté sur la façon de travailler dans des systèmes ouverts, avec un Internet totalement ouvert. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir cette réflexion qui a un côté donc technologique. Et puis après, faire appel à des partenaires qui permettent peut-être de banaliser l'IT, d'aider en fait les services IT, par exemple des institutions de microfinance, pour être concentrés en fait sur une logique de services apportés qui doit se renouveler en permanence. Donc, se renouveler en permanence. Tout à l'heure, j'avais parlé de catalogue de mode pour dire printemps, été, automne, hiver, mais en fait, ça va être une compétition permanente entre tous les acteurs qui sont plus ou moins concurrentiels pour apporter des nouveaux services. Donc, il faut être ultra créatif. Ça veut dire aussi qu'il y a des acteurs marketing qui vont avoir eux-mêmes leur propre place pour pouvoir apporter leur pierre à l'édifice. Et puis, bien sûr, on a parlé tout à l'heure c'est Alexandre, de systèmes pré-packagés. Je pense qu'il faut aller de plus en plus vers une industrialisation des parties core banking, afin que derrière, l'effort soit concentré sur les parties frontales, en fait, dans cette digitalisation. Donc, voilà ce que je pouvais ajouter à ce qu'a dit Monsieur Camara. Merci beaucoup, Olivier. C'est très complet. Je pense, vu le timing, qu'on peut passer aux questions-réponses. Je regarde le chat. Alors, il y a de très belles questions. Il y a de très belles questions de Samba Sen, de Monsieur Ferdinand Sodoquin, de Monsieur Yvon Ikabanga, qui se rejoignent un peu beaucoup quand même sur l'atout des instituts de microfinance. Et pour ajouter à ce que disait Olivier,
pour avoir vu ce qui s'est passé au Kenya, par exemple, avec l'avènement de M-Pesa. M-Pesa, aujourd'hui, c'est 60-70 millions de clients. Ils l'ont réussi avec une population qui était également très peu éduquée, très peu au même des différents services bancaires, mais en leur vendant un seul produit, vous n'aurez plus à transporter du cash. Et ça, c'est devenu quelque chose, tous les gouvernements aujourd'hui en Afrique essayent de limiter le cash d'un point de vue sécurité, d'un point de vue de falsification de billets, d'un point de vue d'utilité économique. Et par ce simple élément, ils ont réussi à faire entrer plus de 60 millions de personnes sur la plateforme. Bien sûr, c'était mis en place par un gros telco Safaricom, mais il l'a mis en place avec des banques locales et des instituts de microfinance. Donc, moi, par rapport à ce que je vois quand Madame Sambassène demande quels sont les principaux atouts des IMF par rapport aux autres acteurs, je pense que, il est là. Vous avez déjà près de 140 millions de clients qui sont clients d'instituts de microfinance. Vous avez une approche du risque qui est bien différente des acteurs bancaires traditionnels. Donc, vous devez jouer là-dessus, certainement en faisant du partenariat avec, comme le disait M. Kama, avec les opérateurs téléphoniques qui vous le rendent bien, puisque là aussi, Monsieur Sambassène, pardon monsieur, qui vous le rendent bien. Donc, c'est tout ce que je voulais ajouter. Il y a de très très bonnes questions. Merci beaucoup Alexandre. Je pense qu'on peut prendre une ou deux autres questions. Je regarde mes questions. Alors, je pense qu'il y a une question qui peut être pas mal. Est-ce qu'une institution de microfinance peut-elle devenir une fintech? Je ne sais pas qui peut peut-être reprendre la question. Bon, je crois que je vais me lancer un petit peu, mais une institution de microfinance peut devenir une fintech. En tout cas, c'est pas du tout le même métier. Je pense que quand même, je préfère à la limite le partenariat et laisser donc les gens développer leur technologie et que les IMF aujourd'hui soient sur le terrain avec, comme on l'a dit tout à l'heure, on l'a dit Alexandre, avec leur clientèle, une base clientèle qui est déjà là. Et les deux associés, je pense qu'on peut donner quand même grand chose. Juste pour revenir sur un point qui était très important en termes de partenariat entre IMF et les telcos. Hein. Donc, il faut savoir, nous avons eu l'expérience un petit peu avec Crédit Cash d'avoir lancé une plateforme qui était nommée Cash Cash. Et quand on voit, je pense que c'était quelque chose qui était arrivé un petit peu trop à l'avance. Et quand on regarde, parce que nous n'étions pas passés par des telcos, un point qui est très important, c'est la connaissance des habitudes des clients. Et ça, c'est un avantage non très considérable que les telcos aujourd'hui, elles font eux-mêmes du crédit. Je veux dire, quand tu vois quelqu'un qui finit son crédit, il lui prête du crédit, on voit dans quel délai ça se rembourse et tout ça, de façon très informelle. C'est une base de données qu'ils ont déjà. Ça permet quand même de commencer à développer une sorte de scoring pour cette clientèle. Donc, nous, à l'époque, je pense, j'étais pas encore à Crédit Cash, mais quand on a développé Cash Cash, c'était un petit peu basé sur ce scoring-là, sauf qu'il n'y avait pas, il fallait construire ce scoring, et ça a été construit de façon relativement biaisée par les gens, et ce qui fait que ça s'est très mal passé. Mais aujourd'hui, un partenariat pour des gens qui feraient du crédit, du microcrédit particulièrement, avec un bon partenariat, avec un bon telco qui est là avec une bonne base clientèle, pourrait aider un petit peu déjà à développer un scoring relativement beaucoup plus fiable. Un autre point qui était important aussi en termes de trucs, c'est l'identification. Si je prends l'exemple du Sénégal aujourd'hui,
personne ne peut avoir plus de 3 puces de téléphone. Et les puces sont indexées directement sur le numéro d'identification nationale. Donc, ça permet aujourd'hui très facilement de tracer, de garder cette traçabilité et même de pouvoir localiser les personnes aujourd'hui. Donc, à l'aide, donc avec un partenariat tel quel. Si je reviens juste sur l'exemple que nous avons eu avec Cash, ça a été un gros problème. Des gens ont pris du crédit, et des petits crédits, 20 30 000 francs CFA, et aussitôt après, on juste déchirer les puces et tout ce qu'il y avait, et les informations n'étaient pas bonnes. Et du jour au lendemain, tu appelles, cette puce n'existe plus. Aujourd'hui, ce n'est presque plus possible. Donc, les gens seront moins enclins à perdre leur puce de téléphone, à garder leur numéro. Ils sont plus enclins à garder leur numéro et à payer donc le crédit, là, les microcrédits. Ça ne vaudra pas le coup aujourd'hui de perdre son téléphone. Donc, je pense que c'est deux avantages aussi qui sont pas très considérables, hein, un petit peu entre telco et microfinance. Et donc, juste pour revenir sur la question, hein, que l'avantage, c'est cette clientèle et cette base qui est déjà là, une base structurelle, parce que l'Afrique, c'est le contact, c'est vraiment le contact. On aura beau aujourd'hui avoir beaucoup de digitalisation, c'est vrai que ça prendra de plus en plus, mais le contact restera. Ça, c'est un volet. Un autre aussi point qui est relativement important, c'est si on sort un petit peu du volet microcrédit, on se retrouve, quand on commence à se retrouver aujourd'hui sur des montants de plus en plus importants, ça nécessite aujourd'hui en termes de beaucoup plus de présence. Comme je dis, la populaire, on n'a pas à faire des gens éduqués. Il faut faire des estimations, donc il faut être présent physiquement parce que ne pas juste fier à ce qu'on nous envoie. Il faut aller constater ce qu'il y a sur le terrain, c'est ce que nous faisons régulièrement nous avant de faire du crédit, constater les stocks, constater un petit peu l'activité réelle. Est-ce qu'il y a de l'activité réelle qui puisse aujourd'hui soutenir et rembourser ce crédit? Donc, cette présence sur le terrain va continuer. Au moment de recouvrer le crédit, c'est exactement la même chose. Il y a 30-40% des personnes, il faut appeler, il faut se déplacer, il faut aller sur place pour se faire rembourser. Donc, tout ça, comme je dis, il y a encore un petit peu il y aura encore de plus en plus, en tout cas pendant certaines périodes, une nécessité de présence encore sur le terrain, pas en full digitalisation. Merci. Merci à vous, M. Kama. Je vois qu'il y a pas mal de questions très, très pertinentes aussi. Mais je pense que vu le timing, on va peut-être arrêter la session des questions-réponses. Cependant, on va revenir vers vous. Éventuellement, je vois il y a pas mal de questions très, très pertinentes de la part de Pierre, d'Yvonne et de beaucoup d'autres personnes. Je vous invite juste, s'il vous plaît, à remplir un petit sondage qu'on va vous mettre à disposition. 2 questions très, très rapides. J'en profite pour remercier encore une fois Monsieur Kama de votre présence et de votre participation, ainsi que Olivier et Alexandre pour les éléments très pertinents que vous avez amenés. Et normalement, le sondage, je vous l'envoie tout de suite. Ouais. On peut rester encore un petit peu, hein, parce qu'il y a une belle question de Pierre, encore une fois, sur l'articulation entre les banques et les IMF, et donc permettre aux IMF, si je comprends bien la question, d'utiliser les outils technologiques des banques pour se digitaliser. Encore une fois, aujourd'hui, les grandes banques qui mettent en place des plateformes d'inclusion financière pour être en compétition avec les microfinances traditionnelles ne font rien d'autre que ce que vous dites, sauf que elles n'ont pas le contact que M. Kama disait. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas cette historique d'avoir fait du business avec ces catégories sociales qui sont souvent les plus basses, qui ont un manque de connaissances bancaires. Et donc, ces grandes banques, sans être alarmistes, sont devant la pierre et l'enclume. Hein. Soit elles rentrent dans ce business model, tout en sachant que sur les 10 à 20 prochaines années, elles vont certainement pas faire beaucoup d'argent,
parce qu'elles ont beaucoup d'investissements technologiques, elles ont beaucoup d'investissements en ressources humaines. Ça va également leur coûter beaucoup de rentrer sur ces domaines. Mais si elles ne le font pas, elles vont peut-être perdre beaucoup de leur relevance sur les 10-20 prochaines années, parce que ces interlocuteurs qui sont aujourd'hui défavorisés deviendront des classes moyennes et auront utilisé une autre solution, celle d'une microfinance, celle du telco, pour se bancariser. Donc, et c'est pour ça que c'est vraiment ce marché très, très, très compétitif et passionnant et excitant. Et je revenais sur ce que disait M. Kama, on a, avec Sopra Banking Software, développé une solution au Kenya avec la plus grande banque du Kenya en partenariat avec Safaricom sur exactement ce que vous disiez, utiliser la donnée des telcos pour arriver à faire du crédit le plus personnalisé possible et limiter au maximum la non-performance du crédit. Merci Alexandre, merci pour ces éléments de réponse. J'en profite pour vous dire que nous avons mis à votre disposition le petit sondage. Je vous remercie d'avance de le remplir. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là. On va vous mettre à disposition aussi le replay, parce que j'ai vu qu'il y avait des problèmes de son pour certains d'entre vous. Encore, nous allons revenir vers vos questions par la suite via mail, où vous pouvez entrer en contact directement avec nous. Merci encore pour votre participation et merci de vous être inscrit. Et merci Monsieur Kama, merci Olivier, merci Alexandre. Et bonne journée à tous. Merci Mahmoud, merci à tous. Merci à toutes, merci à tous. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.